Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 5 livres. Le premier, je vous parlerai de Spectre de Dean Koontz, paru chez l'Archipoche. Je vous parlerai ensuite de Croc de Loup, le tome 1, Le secret de l'envoûteuse de Arnaud Druel chez Gulfstream Éditeur. On continuera avec Les cités suspendues de Marine Douchet chez Ozu. Ensuite, je vous parlerai de Black Summer de M.W. Craven chez l'Archipel. Et on terminera avec un premier tome d'une nouvelle saga avec Les guerres du monde émergé de Licia Troisi, paru chez Pocket Jeunesse. Allez, je commence en vous parlant de Spectre, un thriller ésotérique, fantastique, qui, je pense, en période d'Halloween, peut faire clairement le job. Nous sommes dans une petite ville nichée au cœur des montagnes californiennes, à Snowfield plus particulièrement. Nous allons suivre Jenny. Jenny qui est le médecin de ce village, qui s'est absentée pour aller chercher sa sœur Lisa. Quand elle revient, elle trouve le village complètement vide, en apparence. Tout est calme, tout est paisible, mais trop paisible. Vous voyez ce genre de silence très pesant, très stressant, très glauque. Et en fait, elle va, en visitant quelques lieux de ce village, découvrir des cadavres horriblement mutilés ou des gens qui ont disparu sans laisser de traces. Bref, vraiment quelque chose de très pesant. Et le principal but de cette nuit, ça va être de survivre. Elle va demander de l'aide, elle va réussir à capter un signal pour demander de l'aide. Une équipe va venir l'assister, mais clairement cette équipe va rencontrer quelque chose de totalement inattendu, de totalement inédit. Et voilà, je vous laisserai découvrir ce que c'est, ce qu'il en est. J'ai bien apprécié ce roman, j'ai bien apprécié parce que c'est vraiment une ambiance très pesante. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà employé ce mot, mais c'est pesant. C'est lourd, c'est stressant. On s'imagine que le monstre ou cette chose va surgir d'un seul coup. Donc voilà, c'est un petit peu flippant. Donc j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance vraiment sombre et glauque à souhait. J'ai beaucoup aimé. Quand on commence à apercevoir ce qu'est cette créature, ce qu'est la mythologie qu'on va développer, d'un seul coup j'ai un petit peu perdu de l'intérêt parce que j'ai trouvé qu'on le savait peut-être un peu trop vite. Je me suis dit, ah c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup vraiment cette ambiance mystérieuse, à ne pas savoir vers quoi on allait. Et en fait on l'apprend finalement très rapidement. Je pense qu'en milieu de livre on sait déjà ce que c'est, hein, à quoi on a affaire. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, ce qui est hyper étrange, c'est que ce roman m'a énormément rappelé ça de Stephen King. Vous savez, ce clown maléfique qui kidnappe des enfants, qui les tue, etc. Et ben j'ai retrouvé cette ambiance et j'ai retrouvé même l'histoire de ça. Parce que comme on ne sait pas à quoi on a affaire, on n'arrête pas de parler de ça, de ça, de ça. Bon, it en anglais, donc ça, tout le temps. Et puis même, il y a plein d'autres petites choses qui m'ont fait penser à ça. Alors je me suis dit, bon, bah peut-être qu'il s'est inspiré de Stephen King. Stephen King, c'est quand même le maître de l'horreur. Pourquoi pas se faire un remake de ça? Et en fait, quand je me suis renseignée sur quand avait été écrit ce livre, en fait, il a été écrit la même année que ça. Non mais c'est un truc de fou, moi je trouve. Ça veut dire que deux personnes, dans leur esprit un petit peu tordu, hein, parce qu'il faut être un peu tordu pour écrire ça ou Spectre, ont imaginé une histoire, alors je dis pas quasi identique, mais très similaire. Ces deux romans ont été écrits en 1986. Ça et Spectre. Et j'ai retrouvé vraiment la même chose. Donc c'est hyper bizarre, hyper étrange. Mais ça rajoute un petit peu de ce truc un peu mystique qu'il y a autour de ce livre et autour de ça. Donc voilà, si vous avez aimé ça, bah, je pense que vous retrouverez vos bonheurs avec Spectre parce que c'est assez similaire. Et puis c'est parfait pour la période d'Halloween, clairement. Allez, on passe à autre chose avec un livre jeunesse, le premier tome d'une saga qui va nous présenter un monde où
des clans règnent dans cet univers. Nous avons les Crocs-de-Loup d'un côté et leurs voisins. Les Crocs-de-Loup ont eu un renversement de pouvoir. Le roi a été destitué par la violence, la famille a été décimée et un nouveau roi s'est mis à la place, donc le loup blanc. Le loup blanc qui exerce un petit peu la tyrannie sur le clan des Crocs-de-Loup. Et on a un village pas très loin, le village de Casteldor, qui vit des instants un petit peu plus paisibles, mais où grandit en fait l'héritier de Crocs-de-Loup. Car quand la famille régnante a été décimée, un enfant a été substitué et a été emmené dans le village à côté pour qu'il survive et peut-être prenne sa revanche plus tard. Donc nous allons suivre cet héritier qui lui a grandi, qui ne s'imagine pas être l'héritier, qui pense être un gamin comme les autres dans ce petit village. Il n'a pas encore de marque distinctive, car la marque distinctive des Crocs-de-Loup, ce sont les canines qui poussent beaucoup plus que les autres. Donc voilà, il a juste cette mèche blanche dans les cheveux, mais à part ça, rien de plus. Et il va y avoir un rapprochement entre les Crocs-de-Loup et Casteldor à l'occasion d'un festival, d'un tournoi qui va être organisé. Voilà, il va y avoir des petits prétextes pour réunir ces deux tribus. Je vous laisserai découvrir pourquoi, je vous laisserai découvrir à qui, à quoi, etc. Donc voilà, on va suivre la vie de ce jeune garçon, Silas, qui va découvrir ses origines, etc. Donc c'est un premier tome, c'est plutôt introductif. Et en même temps, j'ai découvert certaines choses qui m'ont fait penser. Je ne sais pas pourquoi, je rapproche toujours mes lectures à d'autres lectures. J'ai fait ça pour Spectre, je fais ça aussi pour Crocs-de-Loup. J'ai pensé à Harry Potter. Un gamin qui a une marque distinctive, une bande de cheveux blancs dans les cheveux, qui parle le parle-loup, qui est une langue utilisée chez les Crocs-de-Loup. Et puis la scène d'ouverture, c'est quand même un bébé avec une mèche blanche qui est remis à sa marraine après l'assassinat de ses parents. Voilà, j'ai fait des petits rapprochements comme ça en me disant ah, celui-là il a été écrit bien après Harry Potter quand même, et on a des similitudes. Donc voilà, c'est un roman jeunesse qui reprend un petit peu les codes du roman jeunesse. C'était plutôt agréable. Alors bien sûr on a toujours le gros méchant qui est loup blanc. Et puis bon, c'est très, très manichéen quand même comme univers, les bons, les méchants. Silas qui est un petit peu entre les deux, hein, on va dire, mais voilà. Bon, j'ai passé un très bon moment, ça se lit très bien, c'est joliment présenté comme d'habitude. Vous allez voir, je vais vous montrer juste, voilà, le lexique des personnages. On reprend la couverture, mais c'est très très beau. Les en-têtes de chapitres sont aussi très sympas. Donc à voir prochainement ce que donnera la suite de cette saga. Je vous parle ensuite des cités suspendues. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous avez déjà eu mon avis dessus. J'ai bien aimé ce roman. Il est un petit peu difficile à appréhender au début. J'avoue que quand j'ai commencé, je m'attendais pas vraiment à ça. Par la suite, j'ai bien plus apprécié. Mais c'est vrai que c'est étrange. Le début de ce roman est étrange. On est dans les cités suspendues, c'est-à-dire que imaginez un monde où vous avez plusieurs cités qui volent un petit peu dans les airs et qui ont leur propre système solaire, qui se déplacent, qui tournent autour. Il y a certains moments où ces cités sont en alignement, donc une cité au-dessus d'une autre. Donc vous pouvez passer d'une cité à une autre en sautant, tout simplement. Mais c'est pas si simple. Bref, voilà, ces cités circulent, se bougent, ont leur propre fonctionnement, et nous avons la cité miroir qui, elle, est le siège du gouvernement. Vous avez chacune des cités qui envoie un représentant, et il siège au conseil, et ce conseil prend les décisions pour les cités environnantes. Nous allons suivre Meige, qui, elle, habite la cité rocheuse, et qui escalade
qui escalade tous les jours pour vivre, c'est-à-dire qu'elle va escalader les falaises pour trouver des minerais, des matériaux précieux pour pouvoir les revendre. C'est ce que faisait son père avant, c'est ce qu'elle fait elle aussi. Son père a eu un accident, il est tombé avec son partenaire de cordée, ils sont morts tous les deux. Et depuis, Mej a repris cette activité puisqu'elle grimpait avec son père, etc. Jusqu'au jour où elle va grimper et elle va tomber sur une roche très mystérieuse, une roche noire, de la pyrite. Elle va la prendre par la suite. Et autour de cette pyrite, c'est assez mystérieux, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop quelle est sa valeur, mais il y a tout un complot politique autour de cette pyrite. Et Mej va la prendre à ses dépens. D'un autre côté, on va suivre aussi des ados de la Cité Miroir. Eux, ils sont au cœur du gouvernement, puisqu'ils sont les enfants de ceux qui gouvernent. Et ils vont en apprendre un petit peu plus sur cette pyrite. Ils vont comprendre que quelque chose se manigance autour de cette pierre. Et ils vont devoir fuir eux aussi pour comprendre ce qui se passe et pour mettre un grain de sable dans l'engrenage. Au début, c'est assez surprenant parce qu'on se retrouve avec Mej. On se retrouve à escalader ces parois là où le soleil se couche et où tout devient gelé d'un seul coup, où tout devient dangereux et mortellement dangereux. Et on voit que l'autrice a des notions d'escalade parce qu'elle emploie des termes assez techniques. Et au début, c'est vrai que moi j'y connais rien en escalade et j'étais un petit peu paumée dans le sens où je me disais waouh, c'est quand même assez technique. Mais bon, rien d'insurmontable, hein, je vous rassure. Et ensuite, on se retrouve avec ces ados à la Cité Miroir qui ont une vie complètement différente, qui vivent dans un palais doré et où ils ne rencontrent pas la moindre difficulté par rapport à Mej. Donc c'est le grand écart total social. Nous suivons donc ces personnages et j'avoue qu'au début, j'étais... ils sont pas nombreux, hein, mais j'étais pourtant paumée dans les personnages. À part Mej que j'avais bien appréhendé, je comprenais qui elle était et où elle était. Ceux de la capitale, de la Cité Miroir, j'étais paumée parce que je trouvais qu'ils se ressemblaient un petit peu tous. Ensuite, j'étais un peu déçue parce que finalement, on a plusieurs cités et on n'en voyait que deux, les Rocheuses et du coup, la Cité Miroir. Donc je me disais, bon, c'est quand même dommage de nous présenter un univers si fourni et finalement ne pas aller ailleurs. Par la suite, on navigue entre les autres cités suspendues. Je crois qu'il y en a une qu'on ne voit pas, mais sinon les autres on les parcourt, mais alors très rapidement. Vous vous doutez bien, c'est un one-shot, on ne peut pas rester des semaines et des semaines sur les autres cités pour détailler comment ça se passe, qui gouverne, leur mode de fonctionnement, etc. Donc c'est très rapide. D'un côté j'étais contente parce qu'on voyait les cités, de l'autre j'étais un peu déçue parce que finalement c'était hyper rapide. Mais par la suite, je me suis retrouvée dans une grande aventure et j'ai beaucoup apprécié parce que j'aime ce genre de roman de fantasy qui vous fait voyager, qui vous présente d'autres cultures, qui vous présente d'autres choses. Vraiment, c'est ce que je recherche dans les romans de fantasy, c'est cette originalité. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce roman, cette originalité, ces cités suspendues, même si j'avais du mal à appréhender le world building, c'était pour moi un petit peu trop fouillis. Je n'arrivais pas à me représenter ces cités qui naviguaient, ce maelstrom qui est au centre de tout. Bref, voilà, il y a pas mal de détails, mais dans un sens, j'avais un peu du mal à me les représenter. Il y a des points positifs pour ce roman, il y a des points négatifs. Le truc, c'est que en un one shot, je comprends tout à fait qu'on ne peut pas s'étendre. Je pense que limite ce roman aurait pu être en plusieurs tomes et à chaque tome aller sur une cité, mais je peux comprendre que ce n'est pas possible. Là c'est quand même un très bon global, un très bon général, même si moi, dans mon cœur de fan de saga, j'aurais aimé que ce soit plus développé. Allez, on repart sur un policier, un roman noir, où nous allons suivre la seconde enquête de Washington Poe, qui se passe dans les Cumbria, dans ce coin d'Angleterre reculé, où les moutons paissent tranquillement dans des étendues à perte de vue. Moi j'aime bien cette ambiance un petit peu Angleterre profonde, vous voyez un petit peu. Et donc on va suivre Washington Poe qu'on avait découvert dans le premier tome qui était le cercle de pierre.
dans une enquête un peu glauque avec un immolateur, quelqu'un qui tuait ses victimes en les immolant. Et ici, on a une enquête qui reprend un cold case. Donc Washington Poe était enquêteur, avait mis sous les barreaux un grand chef étoilé pour le meurtre de sa fille qu'on n'avait jamais retrouvée, et 6 ans après, on le rappelle, et on lui dit que la fille en question vient de se présenter à la bibliothèque, là où un agent de police en poste fait sa petite permanence mensuelle. Et donc, apparemment, eh bien, cette fille est en vie, et donc il aurait mis sous les barreaux, derrière les barreaux, un innocent. Donc on va reprendre cette enquête et on va essayer de revoir point par point ce qui a pu déconner dans l'enquête et ce qui a pu se passer avant que le père, enfin le grand chef, ne soit libéré. J'ai beaucoup aimé cette enquête. C'était plus fluide que le premier tome. Le premier tome, on nous instaurait le décor, on nous plantait le décor et j'étais un petit peu embrouillée dans tous les personnages, c'était assez lent. Et là, on est tout de suite dans le vif du sujet. On a cette scène d'ouverture qui est totalement glaçante, où Washington Poe se fait arrêter pour le meurtre, pour un meurtre. Et en fait, on revient 6 semaines avant et on voit un petit peu tout ce qui a pu se passer. J'aime bien ce procédé, et puis ça rajoute un petit peu du suspense, et l'enquête était très bien menée. On n'a pas toutes les réponses tout de suite, on nous distille un petit peu des éléments au fur et à mesure, et un petit peu comme Washington Poe, on essaye de comprendre ce qui a pu se passer 6 ans avant, et actuellement. Donc voilà, on a un petit parallèle entre passé et présent, qui n'était pas désagréable, et j'ai passé un super moment, il s'est lu très très vite, et puis comme je vous dis, j'aime beaucoup cette ambiance d'Angleterre profonde, où on est vraiment à des kilomètres de toute civilisation, et ça rajoute un petit peu à ça, puisque Washington Poe vit dans une bergerie, il a le minimum de confort, il a quand même l'électricité, il a l'eau courante, mais bon, c'est une bergerie où vous voyez à des kilomètres à la ronde, et vraiment j'aime cette ambiance, ce décor, et l'enquête était vraiment top, donc j'ai passé un super moment. Et pour finir, je vous parle d'un premier tome de saga, parce qu'il faut quand même que j'en commence, hein. J'en ai fini quand même quelques-unes cet été, donc j'en commence une nouvelle, mais c'est aussi une lecture commune avec une copine. J'avais lu Chronique du monde émergé il y a déjà quelques années, et là on s'était dit que pour la suite on le lirait ensemble, donc c'est ce que l'on a fait. Ici, donc, ça se passe 40 ans après Chronique du monde émergé. Niall et Senna sont de l'histoire ancienne, sont limite des légendes. Et nous allons suivre Doubé. Doubé qui est une jeune fille qui vit de larcin. Elle est voleuse. Elle dérobe des choses et elle les revend. Et elle est poursuivie par une étrange guilde. On ne sait pas vraiment ce que c'est au début, on ne sait pas vraiment qui ils sont, pourquoi ils la poursuivent, et au fur et à mesure, par des flashbacks, nous allons suivre l'enfance de Doubé, comprendre pourquoi elle est poursuivie, qui était son maître, ce genre de choses, et on va voir que la guilde des assassins est à sa poursuite. Bref, ça m'a beaucoup fait penser. Oui, je fais encore un comparatif, il faut que j'arrête de faire ça. Ça m'a beaucoup fait penser à Nevernight, parce que on est un petit peu dans ce cas-là, avec Mia qui rentre dans une guilde d'assassins, qui apprend à tuer, etc. Et là, Doubé, c'est un peu son parcours aussi. Le parcours pour apprendre à tuer, à être un assassin, même si Doubé se refuse à ça, et a pris plutôt le chemin des voleuses. Mais voilà, on est dans un roman finalement assez lent, qui nous parle de Doubé. J'ai beaucoup aimé les retours en arrière, le passage présent, passé, c'était très sympa, et au fur et à mesure on comprend un petit peu la relation qui a pu se nouer avec son maître, avec d'autres personnages, et la contrainte qui va être la sienne, et qui va l'obliger à aller vers la guilde des assassins et faire des choses qu'elle ne voudrait pas faire. C'est vrai qu'au milieu de ce roman, je ne savais pas vraiment où on allait, je ne voyais pas trop le rapport avec Chronique du monde émergé, et puis au fur et à mesure les liens se tissent, et à la fin de ce tome 1, nous avons une quête. On sait que Doubé va partir pour une quête, pour quelque chose de plus grand qu'elle,
Donc oui, on regroupe Chroniques du monde émergé vraiment à la fin de ce tome. C'est plutôt lent, mais j'ai bien apprécié suivre Doubé. C'est un personnage assez attachant, qui agit malgré elle, qui subit plus qu'elle ne n'agit, malheureusement. Mais j'ai envie de la voir devenir plus forte et la voir surmonter ses étapes. Donc je lirai la suite avec grand plaisir. C'était quand même une belle briquette. Mais j'aime cet univers de Chroniques du monde émergé, j'aime cet univers de Guerre du monde émergé, je crois qu'il y a une autre trilogie ensuite, mais bon, on va déjà clôturer celle-ci et on verra par la suite. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ces présentations de ces 5 romans. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et moi en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.